Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Merci beaucoup d'être là encore une fois en grand nombre pour une activité para-coronavirus. Je m'appelle Alain Bergeron, Alain M. Bergeron, c'est mon nom d'auteur. Et puis, je vous accueille chez moi là, en toute simplicité, sans aucune prétention autre que de vous changer les idées un petit peu et de vous faire deux lectures, des lectures de géants ce matin. En passant, j'ai une petite question pour vous. Si vous pensez que j'ai écrit entre 1 et 50 livres, que moi j'ai fait 50 livres au moins, vous levez la main. OK. Si vous pensez que j'ai fait entre 50 et 100 livres, vous levez la main. Entre 100 et 150, ça commence à être pas mal, là. 150 à 200. 200 à 250. 250 à 290, tiens, juste pour voir. 290 et plus? Ouais. Je suis rendu à 293 livres publiés. Normalement, les gens applaudissent à ce moment-là parce qu'ils sont impressionnés. Merci. C'est gentil. Parmi ces livres-là, il y a deux histoires de géants que je vais vous raconter ce matin. La première s'appelle Le géant qui sentait les petits pieds. C'est publié aux éditions Québec-Amérique. Et les illustrations sont de Pierre-Yves César, mon grand Pierre-Yves, qui est très très grand. Il doit mesurer à peu près, je dirais pas loin de 2 mètres. Entre lui et moi, c'est tout un contraste. Parce que je ne suis pas très grand, hein, vous comprendrez que je ne suis pas très grand. Là. Je me souviens qu'avant Noël, il y a 2 ans, j'étais allé chercher un sapin dans une cour de centre commercial. Puis je demande à la personne responsable de la vente des sapins, je dis, où sont où tes sapins de 6 pieds? C'est lesquels? Parce que c'était comme une forêt, puis je n'étais pas capable de voir c'était lequel. Puis le gars me dit, c'est super simple. Regarde les sapins qui ont 1 pied de plus que toi. Non. Je mesure pas 5 pieds. J'ai acheté un sapin, on l'a installé, puis pendant que je l'installais, le sapin m'est tombé dessus. J'ai failli me noyer, j'ai failli mourir écrasé en plus. Claque grisoise qu'il a fait, là, c'était à peu près comme moi. Là. C'était, alors, quelle époque. Le géant qui sentait les petits pieds, la particularité de cette histoire-là, c'est que j'ai trouvé le titre avant de trouver l'histoire. Je me souviens clairement, parce que c'était très très clair dans ma tête. Parce que quand on écrit des histoires, on s'inspire de choses qui nous sont arrivées, qui sont arrivées à nos enfants, de souvenirs qu'on a eus, ou des fois de flashs, d'idées. Puis, pour le géant qui sentait les petits pieds, je me souviens qu'on s'en allait en voiture, et soudain, il y a une idée qui a popé dans ma tête. Je me disais, ça serait drôle un géant qui sentirait les petits pieds. Parce que sentir les petits pieds, ça veut dire que ça ne sent pas très bon. Puis je me suis dit, on va écrire une histoire là-dessus. Et c'est devenu ce livre-là. Alors, je vous raconte ça. Le géant qui sentait les petits pieds. On regardait l'illustration en partant. Là. Pierre-Yves, il a fait un super beau travail. Dans la discrète vallée du Talc, vit un géant du nom de Malabar. C'est un gentil géant qui veille sur tous les habitants de la vallée. Il les protège contre les envahisseurs des pays voisins. Il repousse les dragons qui osent s'aventurer sur son territoire. Il arrive à détourner le cours des rivières pour irriguer les champs cultivés. Bref, il est le grand ami de tout le monde. Il n'y a qu'un seul problème et il est de taille. De taille?
Les pieds de Malabar puent. Ils sentent les petits pieds. Et sentir les petits pieds est une calamité, un malheur, dans la région, car les gens qui y vivent ont le nez très sensible aux odeurs. Près du géant, on pourrait croire que 10 moufettes ont arrosé la vallée, tellement ça sent mauvais. Regardez la tête des gens quand ils se font arroser. Avez-vous déjà été arrosé par des moufettes? Pas moi, heureusement, mes chiens non plus. Quand ça sent les petits pieds du géant, les oiseaux cessent de voler, les poissons nagent sur le dos, le lait des vaches tourne, les genoux des habitants flanchent, certaines personnes s'évanouissent, d'autres se pincent le nez. Nez qu'ils ont très faim, convient-il de le rappeler. Dans la vallée, un cri unanime résume bien l'état de la situation. « Ça pue! » Le pire dans tout ça, c'est que le pauvre Malabar n'a aucun odorat. Il ignore donc les tourments qu'il cause. Il faut vite trouver une solution au problème de ce géant aux pieds qui pue. Le conseil de la vallée du Talc se réunit en séance extraordinaire au village. On les voit ici, les gens du village. Si cette affaire n'est pas dangereuse pour la santé du peuple, elle lui occasionne tout de même de sérieux désagréments. Le seigneur Lavande propose de chasser le géant de la vallée. Regardez, il est ici. Pas question, tranche le roi du Foulon. Malabar est notre protecteur. Nous serions incapables de survivre sans lui. Dame Kératine y va d'une suggestion. Nous pourrions lui tricoter une paire de bas de laine, ce qui emprisonnerait l'odeur de ses pieds. Qu'il en soit ainsi, dit le roi. Le seigneur Cachemire se montre généreux. Il accepte que son troupeau de moutons soit tondu afin de fournir la laine pour les bas du géant. Pendant des jours et des nuits, les tricoteuses de la vallée du Talc travaillent très fort, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, afin de fabriquer une gigantesque paire de bas de laine. Ils espèrent ne plus être éprouvés par l'horrible odeur des pieds du géant. Au matin du 6e jour, les bas sont terminés. Dame Kératine, qui a dirigé les opérations, présente les résultats au roi. Il en est enchanté. Allons les donner à notre ami Malabar, décide-t-il. Chapitre 3. Un groupe mené par le roi du Foulon se rend au domaine du géant. À dos de cheval, on transporte la paire de bas de laine dans l'espoir de régler le problème de ses pieds qui puent. Je ne sais pas si c'est un problème de chien qui jappe, lui. L'odeur désagréable confirme à tous ces gens qu'ils approchent de leur destination. Le géant Malabar habite une grande maison de pierre qu'il a construite de ses mains à l'orée de la forêt. Les habitants déposent le cadeau sur le pas de la porte du géant. Celle-ci s'ouvre aussitôt devant eux. Alerté par les aboiements de son caniche miniature, ça ne peut pas être plus à point que ça, là. Malabar s'est précipité sur le seuil. Ils sont venus me porter mes bas. Il est heureux de voir ses amis. Le roi explique le but de leur visite. Nous désirons, cher Malabar, vous remettre ce présent c'est pour vous remercier de tous vos bons services envers le royaume, complète Dame Kératine. Content, le géant déballe son cadeau et brandit les bas de laine à la hauteur de ses yeux. On le voit bien ici. La perspective de la hauteur. Mais qu'est-ce que c'est? Demande-t-il intrigué. Ce sont des bas de laine pour garder vos pieds au chaud, précise le roi. Je n'ai pas froid, fait remarquer le géant. Le roi consulte Dame Kératine du regard. C'est pour faire joli, prétend-elle, et l'hiver n'est pas loin. C'est de la laine de mouton.
Les bas font bé, dit le page du roi, le petit suif. Le géant tend l'oreille en approchant les bas, mais ne perçoit aucun son. Ils dorment les moutons ou quoi? Dit-il déçu. Le petit suif s'approche et bêle. Le géant rigole de plaisir. Qu'il est bête, celui-là, bêle à son tour le seigneur Cachemire. Malabar, c'est un géant, mais pas très malin, disons. Malabar enfile les bas tricotés à partir de la laine de tous les moutons du troupeau du seigneur Cachemire. Il sourit. C'est vrai que c'est joli et que je me sens bien dans mes beaux bas de laine. Il agite gaiement ses orteils. La réaction des habitants est immédiate. Ils ne se pincent plus les narines. Ils hument l'air et en respirent de bonheur. Les pétales des fleurs s'ouvrent au soleil. Les oiseaux recommencent à voler. Le lait des vaches ne tourne plus. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans la vallée du Talc. Peut-être pas tout à fait. Tiens, regardez, on voit les gens ici. Oh, comme ça. Regardez le géant qui a mis ses bas. Chapitre 4. Le géant Malabar aime tellement son cadeau qu'il porte ses bas de laine en tout temps. Dans ses jardins, dans la forêt, à la maison et même au lit. Ses pieds ne quittent plus ses bas qui en adoptent rapidement l'abominable odeur. Voilà maintenant que les bas de laine du géant sentent eux aussi les petits pieds qui puent. Le redoutable parfum emplit l'air de nouveau. On dirait que 100 moufettes ont arrosé la vallée du Talc. Encore une fois, le conseil de la vallée se réunit en séance extraordinaire au palais du roi du Foulon. Comment résoudre cet autre problème? Messire Alain, le cordonnier, avance une idée. Nous pourrions lui faire une paire de bottes en cuir pour enfermer l'odeur des bas et de ses pieds. Le cuir ne pousse pas dans les arbres, signale le page du roi, le petit suif. Il faudra employer la peau des veaux, des vaches et des cochons. Vous avez raison, mon garçon, dit le roi du Foulon, pensif. Nos vêtements en cuir, vestes, chapeaux, chaussures, gants, pourraient servir à fabriquer les bottes du géant, propose le cordonnier. Qu'il en soit ainsi, tranche le roi. Pendant des jours et des nuits, Messire Alain, en compagnie de ses assistants, récolte tout le cuir de la vallée du Talc et œuvre à la confection d'une paire de bottes géantes pour Malabar. Au matin du 6e jour, le travail est terminé. Les bottes sont si grosses qu'une famille entière pourrait y loger. La délégation du village se dirige une fois de plus vers le domaine du géant. Le cadeau est déposé sur le pas de sa porte. Alerté par les aboiements de son caniche miniature, un géant qui a un caniche miniature, le géant leur ouvre la porte. Il est toujours aussi content de revoir ses amis. Le roi du Foulon lui explique le but de cette nouvelle visite. Nous désirons, cher Malabar, vous remettre ce cadeau c'est pour vous remercier de tous les services rendus au royaume, complète Messire Alain, le cordonnier. Avec empressement, le géant déballe la surprise et brandit les bottes de cuir à la hauteur de ses yeux. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demande-t-il intrigué. « Ce sont des bottes de cuir pour protéger vos pieds, indique le roi. »« Mais je n'en ai pas besoin, répond le géant. J'ai déjà des bas de laine, regardez. » Il soulève un énorme pied à quelques mètres du visage des habitants. Pauvres autres. Ce qui entraîne des évanouissements chez certains, des ramollissements de genoux chez les autres, des pincements de narines pour beaucoup. Mes bas de laine sont censés pousser des bé, bé. Il me semble que ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus, dit le Malabar.
qu'il est bête, celui-là, bêle le seigneur Cachemire. Le petit suif s'approche et imite le cri du mouton. Bé! Le géant rigole de plaisir. Avouez que les effets sonores, là, je suis fort là-dedans, hein? Merci de m'applaudir. C'est bon. Vos bottes vous permettront, Malabar, de garder propres vos bas de laine, dit Messire Alain. De plus, elles font meuh, meuh, déclare le petit suif en meuglant. Ça, c'est drôle. Meuh, meuh, rigole le géant qui accepte finalement de l'échausser. Tiens, il les a mis. Chapitre 5. L'odeur repoussante des pieds du géant Malabar est emprisonnée dans ses bottes de cuir. La réaction des habitants est immédiate. Ils ne se pincent plus les narines, hument l'air et en respirent de bonheur. Les pétales des fleurs s'ouvrent au soleil. Les oiseaux recommencent à voler. Le lait des vaches ne tourne plus. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans la vallée du Talc. Pas tout à fait. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Parce que Malabar aime tellement ses belles bottes de cuir qu'il les porte tout le temps. Dans ses jardins, dans la forêt, à la maison, même dans son lit. Au bout de quelques jours, les bottes traînent l'odeur des bas de laine qui sentaient déjà les petits pieds. On dirait que 1000 moufettes ont arrosé la vallée. Le problème est pire que jamais, se plaint le roi du Foulon. Regardez le géant Malabar avec ses grands pieds. Il n'en finit plus de convoquer des séances extraordinaires dans son palais pour remédier à cette crise. Toutefois, aucune solution pratique n'est avancée lors de ces rencontres. Exaspéré, le monarque se surprend à penser qu'il vaudrait peut-être mieux chasser le géant. C'est donc avec regret qu'il est décidé que Malabar doit quitter la vallée du Talc. Le roi du Foulon se chargera de lui transmettre la triste annonce avec tact. « Minute !» objecte le petit suif, page du roi. « Vos plans ont échoué parce qu'ils n'étaient que temporaires. Il faut aller au cœur du problème. » Le roi est interpellé par la réaction de son page. Ce qui signifie, veut-il savoir. Le petit suif poursuit. C'est simple. Fabriquons un grand pain de savon. Pour laver ses bottes, croit le seigneur Alain. Pour laver ses bas de laine, enchaîne Dame Kératine. Non, corrige le garçon. Pour laver ses pieds. Qu'il en soit ainsi, applaudit le roi. On fabrique le savon. Pendant des jours et des nuits, Dame de Saint-Doux, j'aime ça ce nom-là, spécialiste de la lessive du royaume, travaille à la préparation du savon. Elle emploie une recette transmise de génération en génération. Cette recette est constituée d'un savant mélange d'huile d'olive et de soude. On espère ainsi régler le problème d'odeur des petits pieds du géant Malabar. Ce pain de savon d'une couleur rosée est le plus gros de l'histoire de la vallée. Regardez, on est obligé de le transporter sur une charrette avec 4 chevaux qui tirent. Il a la forme et la dimension d'une grande table à dîner. Il est si lourd qu'il faut plusieurs personnes pour le transporter au chariot. 4 chevaux, comme je disais, sont nécessaires pour le tirer jusqu'à la maison du géant. Au prix de 1000 efforts, le savon est déposé sur le pas de la porte. Alerté par les aboiements de son caniche miniature, Malabar ouvre et est, une fois de plus, heureux de revoir ses amis. Fidèle à son habitude, il s'enquiert de la raison de leur présence. Le roi ne se fait toujours pas prier pour répondre. « Nous désirons vous remettre un cadeau pour... »
Pour vous faire plaisir, complète le petit suif. Le géant s'empare du savon qu'il tient dans sa main. Mais qu'est-ce que c'est? Demande-t-il intrigué. Tiens, le géant vient d'ouvrir. Avouez qu'il a l'air sympathique. Hein? Il brandit l'objet à la hauteur de ses yeux. C'est un pain de savon, dit le roi du Foulon. Un pain? Répète Malabar excité. Quelle délicieuse idée, j'ai faim! Il en prend une bouchée et il grimace immédiatement de dégoût. Burk, c'est pas très bon. On a dit qu'il n'était pas très malin, le géant. Quand le géant parle, il souffle de grosses bulles de savon. Qu'il est bête, celui-là, bêle le seigneur Cachemire. Dame de Saint-Doux intervient. Ce n'est pas pour manger, Malabar, c'est pour vous laver. Venez avec nous. Docile, le géant suit la dame et les habitants à la rivière. Les gens se déchaussent et s'assoient sur les berges du cours d'eau. Puis, avec leur propre pain de savon, qu'ils ont apporté spécialement pour leur petite démonstration, ils se nettoient les pieds. Faites comme nous, Malabar, en encourage le roi. Vous allez voir à quel point c'est amusant. J'aime les nouveaux jeux, s'enthousiasme le géant. Malabar retire ses bottes et ses bas. Il expose ses pieds nus à l'air libre. On dirait qu'une armée de moufettes a arrosé le bord de la rivière. Dame de Saint-Doux, le teint verdâtre malgré son nez pincé, lui explique. Il suffit de mettre le pied dans l'eau, de faire bousser le savon et de le frotter sur la peau. Dès que Malabar plonge les pieds dans la rivière, des poissons nagent sur le dos. L'infect d'odeur des petits pieds n'a pas de frontières. Que ce soit sur terre, dans les airs ou dans l'eau, ça pue! Le géant se nettoie, tel que le lui a montré Dame de Saint-Doux. Aussitôt, une brise vivifiante chasse l'épouvantable odeur. Regardez le géant, comme ça. Attendez un petit peu, je vais enlever ma main. Qui prend son bain et il reçoit même l'aide de gens du village. La réaction des habitants est immédiate. Ils ne se pincent plus les narines, hument l'air et en respirent de bonheur. Les pétales des fleurs s'ouvrent au soleil. Les oiseaux recommencent à voler et à chanter. Le lait des vaches ne tourne plus et les poissons nagent normalement. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans la vallée du Tag. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est amusant, reconnaît le géant souriant. Ça chatouille sous mes pieds et entre mes orteils. Avec zèle, il enlève toute trace de crasse et de saleté, si bien qu'au bout de 10 minutes, ses pieds ne sentent plus les petits pieds, mais le bon savon de Dame de Saint-Doux. Chapitre 7. Pour la première fois depuis des lunes, les pieds du géant Malabar ne puent plus. Hey, c'est pas facile à dire ça? Ne puent plus. Dites-moi donc ça 5 fois de suite. Ne puent plus, ne puent plus, ne puent plus, ne puent plus, ne puent plus. Les pieds du géant Malabar ne puent plus. Pas ne plus pu, ne plus pu. Non, ne puent plus. Ils sentent bon. Entre-temps, des habitants sous les ordres du seigneur Cachemire lavent également les bas de laine. Les bottes subissent le même traitement grâce au conseil de Messire Alain. De la poudre y est ajoutée afin d'assurer une réelle fraîcheur. Lorsqu'ils comprennent que l'histoire de l'horrible odeur des pieds du géant n'est plus qu'un mauvais souvenir, les gens de la vallée célèbrent leur joie et leur bonheur. « Il faudra reprendre votre nettoyage demain, dit le roi à Malabar. Un bain par jour éloigne les odeurs autour, déclare le petit suif. Regardez les gens qui travaillent à nettoyer les bottes.
Le géant sort de la rivière et laisse sécher ses pieds au soleil du midi. Il ne s'est jamais senti aussi bien. En guise de remerciement, Malabar dépose un baiser dans le creux de sa main et l'envoie d'un souffle en direction de ses amis de la vallée du Taï. Les oiseaux cessent de voler. Les poissons nagent sur le dos. Le lait des vaches tourne. Les genoux des habitants flanchent. Certaines personnes s'évanouissent, d'autres se pincent le nez. Nez qu'ils ont très faim, convient-il de le rappeler. Le roi du Foulon est abattu, découragé. Il faudrait récolter tout le persil et toute la menthe du royaume, lui signale dame Listerine. Et pourquoi le géant Malabar ne se rend compte de rien? Il ne sent plus les petits pieds. N'empêche, il reste un problème. Et il est de taille, parce que c'est un géant, un problème de taille. Il pue de la bouche. Pouah! Voilà. Le géant qui sentait les petits pieds. Merci beaucoup. En passant, ce livre-là a remporté le prix Wallonie-Québec pour la jeunesse du côté du Québec. On était très contents, mon grand Pierre-Yves et moi. Maintenant, si ça vous le tente toujours, après une brève pause de quelques secondes, je vais vous lire une autre histoire de géant. Ça s'appelle La barbe du géant. Ça a été très facile à écrire, ça, pour une raison très spéciale, parce que c'est l'histoire d'un roi qui dort mal. Et moi, je dors très mal. Ce matin, avant de venir vous voir, je suis levé depuis à peu près 4h30. Oui, je suis excité de vous parler, je suis toujours content de vous parler, mais je dors mal, la tête, aussitôt que j'ouvre les yeux, ma tête part. Et là, quand ma tête part, on laisse faire, il faut que je me lève, alors je déjeune et je commence ma journée. Alors ma journée a commencé depuis 4h30, là il est à peu près, là il est pas loin de 9h30, donc ça fait déjà 5 heures que je suis debout. Alors c'est l'histoire d'un roi qui souffre d'insomnie. Quand on s'appelle Alain puis on souffre de l'insomnie, ça va pas bien. Alors je vous raconte l'histoire. La barbe du géant, avec les illustrations. Faut que je le dise comme il faut. Sabrina Gendron, qui a fait un travail magnifique pour ce livre-là. Merci beaucoup, Sabrina. C'est publié aux éditions Robert chez Souillère Éditeur. Et peut-être que certains vont s'en rappeler, mais ça a été l'examen du ministère de 4e année d'il y a 2 ans. Et j'en étais très fier. Il y avait comme 80 000 élèves de 4e année qui ont eu l'examen du ministère. La barbe du géant. Chapitre 1. Le roi ne dort plus. Le roi Futon. Un roi qui s'appelle Futon, qui a de la misère à dormir. Futon Ier ne dort plus. C'est terrible pour lui, pour son entourage et pour ses sujets. Il est impatient, colérique, irritable. Le manque de sommeil joue sur son caractère et sur son jugement. Au château, on lui propose différents moyens pour régler son problème d'insomnie. Se coucher plus tôt ou plus tard. Je les ai tous entendus, ces conseils-là. Manger comme une souris ou comme un ours. Compter des moutons ou se faire lire une histoire. Porter ou pas un bonnet de nuit. Dormir avec ou sans pyjama à rayures. Non, toujours avec un pyjama. Mais rien n'y fait. Vous ne devriez pas boire de café au milieu de la soirée, mon père lui recommande la princesse Valériane. Tout le royaume sait que cela vous empêche de dormir. Est ici Valériane. J'aime beaucoup les personnages qu'a fait Sabrina. Le roi Futon Ier hoche la tête. Il refuse d'abandonner sa récente habitude. Il adore le café.
Valériane lui suggère alors de changer son oreiller. « Ah, ça c'est une bonne idée !» s'exclame le roi. Accompagné de sa fille, Futon Ier se rend chez Messire Pilot, le seigneur de l'oreiller. Pilot? Pilot en anglais, c'est oreiller, en passant. Petite blague. Regardez, il arrive ici chez le seigneur de l'oreiller. C'est un titre un peu ronflant, ça, non? Déclare la princesse Valériane à son père qui hausse les épaules, le seigneur de l'oreiller. Le roi franchit la porte du commerce et rencontre le propriétaire, Messire Pilot. Il lui parle de ses ennuis. Messire Pilot réfléchit. Finalement, il lui conseille un oreiller rempli d'eau. C'est une invention en provenance du royaume voisin, à quoi? Et qui, dit-on, accomplit des miracles. Mon roi, vous allez dormir comme un bébé, lui promet-il. Le roi ne dort pas comme un bébé. Futon Ier achète l'oreiller d'eau. Il a hâte de voir le résultat. Mais une fois au château, il se met au lit. Dès qu'il appuie sa tête sur l'oreiller, le roi a l'impression de naviguer sur une mer démontée. Il en a mal au cœur. Tiens, on va très bien ici. Le lendemain, les yeux cernés, il retourne chez le seigneur de l'oreiller avec la princesse Valériane. « Messire Pilot, je n'ai pas dormi comme un bébé. J'ai été malade et j'ai vomi comme un bébé, se plaint le roi. » Messire Pilot est surpris. Pourtant, en matière d'oreiller, l'eau, c'est la nouvelle vague. Essayons autre chose. Chapitre 2, une solution risquée. Dans son atelier, à l'intention du roi, Messire Pilot fait fabriquer des oreillers avec de la laine de mouton, du crin de cheval, de la paille, des plumes d'oie et des roses sans les épines. Messire Pilot a même tenté d'en produire un avec de l'air, mais il s'est dégonflé en cours de route. Tous les efforts sont vains. Aucun de ces oreillers ne procure au roi le sommeil souhaité. L'heure est grave. Il ne reste qu'une solution et elle est risquée, annonce Messire Pilot. « Je vous écoute, fait le roi. » La princesse Valériane s'impatiente. « Père, ça suffit les caprices. Oubliez le café et... » Le roi effectue un geste qui impose le silence à sa fille. Et qu'est-ce que le roi a à la main? Une tasse de café. Sur un ton solennel, Messire Pilot déclare alors qu'il lui faut un oreiller bourré de poils de barbe de géant. « Et où peut-on trouver cette barbe de géant? » demande le roi. « Dans le visage d'un géant, évidemment, répond Messire Pilot. « Évidemment, répète le roi. » Il a consulté un livre pour ça. La princesse Valériane intervient. « Raser la barbe d'un géant? D'accord, mon père, mais à 2 conditions. La première, je serai celle qui mènera les volontaires pour cette mission, dit-elle déterminée. Ça me convient. Quelle est la deuxième condition, ma fille? S'informe le roi. La princesse affiche un sourire énigmatique. Vous verrez bien en temps et lieu. Et on voit ici la princesse Valériane déterminée. Chapitre 3, en mission. Ça va bien? Une centaine de soldats et un barbier, appelé Messire de Séville, le favori de la cour, se dirigent vers la montagne du Loir où, raconte-t-on, vit un géant barbu. Regardez. Après 4 jours de marche, ils atteignent leur but. Le géant habite une grotte immense, creusée dans la pierre au milieu d'un paysage accidenté. Sous les ordres de la princesse Valériane, la troupe se positionne de façon discrète dans les environs.
2 soldats envoyés en éclaireur vers la grotte reviennent en courant. La terre tremble tandis que le géant s'élance à leur poursuite. Il est d'une taille fantastique, soit 7 ou 8 mètres. Sa barbe très fournie lui tombe à la hauteur des genoux. Les éclaireurs s'enfuient. Le géant étire le bras pour les attraper. Soudain, un reflet l'aveugle pendant quelques secondes. C'est la princesse Valériane qui utilise la lame de son épée et les rayons du soleil pour l'éblouir. Grâce à son geste, les éclaireurs échappent de justesse au colosse en se cachant derrière les rochers. Le géant a entendu l'armée approcher et n'était pas très content. Le géant est de très mauvaise humeur. Sa voix de tonnerre rugit. « Qui ose me déranger? » Vous avez vu sa barbe? Presque jusqu'à ses genoux. Personne ne répond. Le géant rentre dans sa grotte. Lors des jours suivants, de multiples tentatives pour attraper le géant échouent. La princesse Valériane conclut que même 1000 hommes seraient incapables d'immobiliser le géant pour que Messire de Séville puisse lui couper la barbe. Elle ne veut plus mettre ses soldats en péril, eux qui ont démontré jusqu'ici un courage à la grandeur d'un géant. L'unique moyen de remplir la mission serait de tuer le géant. Pour la princesse, il n'est pas question d'envisager cette possibilité. Préoccupée par la situation, Valériane conduit ses hommes vers la plaine pour s'y réfugier. Elle est désespérée, tout ça pour un caprice de roi insomniaque. Tout à coup, une idée jaillit dans sa tête. Son imagination s'emballe. Et si, ah oui, son plan pour ramener des poils de barbe devrait fonctionner. Elle réunit ses hommes et leur dévoile son plan. Brillant, approuve le barbier Messire de Séville. Regardez, Valériane parle à ses hommes. Chapitre 4. Bonne nuit. Au bout d'un mois, la troupe de la princesse Valériane quitte la plaine pour retourner au château. Elle escorte un chariot transportant un gros sac rempli de poils de barbe. Arrivée à destination, la princesse s'empresse de livrer le précieux colis au seigneur de l'oreiller, Messire Pelot. Il est fort impressionné par la réussite de cette mission réputée dangereuse et par la qualité de la marchandise. Il évalue la quantité de poils. Il en restera pour faire un deuxième oreiller. Le roi pourra donc dormir sur ses 2 oreillers. Messire Pelot est ici. En soirée, les oreillers sont expédiés à la chambre royale. Le roi est excité. Il est convaincu qu'il va enfin profiter d'une nuit complète de sommeil. Il enfile son pyjama à rayures et son bonnet et commande sa tasse de café. La princesse Valériane intercepte le breuvage. « Non, mon père, voici ma deuxième condition. Vous ne prendrez pas de café, mais du lait chaud. » Pas très bien ici. Le roi accepte avec réticence. Ça veut dire que ça ne tente pas beaucoup. Il avale doucement le lait chaud sans faire de grimace. Parce que c'est très bon du lait chaud. Le princesse et les serviteurs se retirent au bout d'une demi-heure. Le roi dépose sa tête sur l'un de ses nouveaux oreillers. Oh, c'est confortable! Et il s'endort rapidement et ronfle pour la première fois depuis des semaines. Il a l'air tellement bien que je l'envie. Pour leur exploit, la princesse récompense généreusement les volontaires qui l'ont aidé à mettre son plan à exécution. Le géant ne sera plus dérangé, lui qui n'a pas perdu un seul poil de sa belle barbe dans toute cette aventure. On ne saurait en dire autant des 100 soldats menés par la princesse Valériane. Regardez, le géant, il dort.
Quant au pauvre barbier, messire de Séville, il a encore des ampoules plein les mains à la suite de son travail dans la plaine. Car il importe de le préciser, sans longue barbe de soldat, ça prend du temps à couper. Parce que c'est de là que provenaient les poils pour les deux oreillers de Messire du roi de Foulon. Voilà pour la barbe du géant. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été super chouette de vous jaser. Je vais laisser la lecture sur ma page, évidemment. Et puis, je ne sais pas trop quand, au cours des prochains jours, ben, je vais faire le tirage de ces deux livres-là. Et il y a deux personnes qui vont gagner chacun un livre, un des deux livres. C'est le hasard qui va déterminer ça. N'hésitez pas à vous manifester sur la page Facebook pour que je puisse faire le tirage en conséquence, parce que si vous n'êtes pas là, ben, si vous n'avez pas de commentaires, évidemment, ben, vous ne pourrez pas participer au tirage. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un privilège de pouvoir vous parler comme ça, de façon assez régulière. J'essaie de revenir régulièrement au cours des prochaines semaines parce que j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps avant que l'école ne recommence. Donc, ben, je vous l'ai dit, moi je ne vous lâchais pas. Alors, surveillez ma page Facebook pour la prochaine animation, prochaine lecture que je pourrais faire. Salut tout le monde. Bye bye. Faites attention à vous autres. Restez à la maison. Oh. Faites attention à vous autres. Bye.